Nous sommes un vendredi. Oumar Aliandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour à tous. Alors, vous serez seul avec moi, donc ce sera plutôt des échanges, un entretien. Voilà, j'avais parlé de débat avant de me tourner pour constater que L'absence de Laurent, à qui nous souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement. Absolument. Alors, quand même, on va commencer par l'insécurité. L'insécurité, bien sûr, dans le département de l'Atlantique, c'est une situation préoccupante sur laquelle se penche véritablement la police républicaine. Les commissaires qui se succèdent à la tête de ces commissariats continuent de travailler vraiment pour que la paix règne dans le département de l'Atlantique, mais malheureusement, on apprend encore qu'il y a un vaste réseau de cambriolage qui a été démantelé. Oui, c'est une c'est une information qui vient nous réjouir en tout cas ce matin. Pourquoi? Parce que vous savez, l'Atlantique, Abomey-Calavi et tous ses environs constituent un peu, on va dire, la zone résidentielle où tous ceux qui travaillent à Cotonou restent. Donc, en pleine journée, généralement, les maisons sont pratiquement vides. Peut-être les enfants, quelques personnes. Et les enfants aussi ne vont pas rester à la maison toute la journée. Donc, ces maisons étant vides, ces personnes-là, ça donne à ces petites choses-là. C'est vrai qu'à un moment, ça avait plus ou moins baissé. Et on constate désormais que ça commence ils reprennent du poil de la bête toutes ces personnes-là, mal intentionnées. C'est comment on appelle, c'est hors la loi qui se permettent d'aller cambrioler les maisons. Il est donc à saluer, hein, donc le fait que ce commissariat a réussi à démanteler ce réseau-là. Il ne faut pas baisser la garde face à réseau. Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose à faire contre ces personnes-là. Et c'est une réalité. Et vous savez, Abomey-Calavi et tout ça ont toujours été des zones où ces personnes-là ont c'est hors la loi, ces bandits de grand chemin ont généralement l'habitude de se réfugier dès que Cotonou ne faisait plus bon vivre, on va dire. Dès qu'à Cotonou, on leur menait la vue dure et tous, voilà, ils se réfugiaient vers ces départements-là. Et d'ailleurs, on a un ami commun dont le domicile a été cambriolé. Voilà. Il y a 1 an ou 1 an et demi comme ça, et c'est à Abomey-Calavi que ça s'est passé. Voilà, c'est quelque chose de récurrent. Moi, j'habite à Abomey-Calavi, il faut faire très attention. C'est vrai que ça a baissé un tout petit peu, mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester vigilant et c'est le travail que font nos autorités là. Et aussi, peut-être aussi, commencer à éduquer aussi les populations, à attirer leur attention sur les bons comportements à avoir. Il ne faut pas que les gens connaissent complètement votre programme. C'est important. Il ne faut pas que les gens sachent à telle heure, il n'est pas là, à telle heure, il revient. Il faut être plus ou moins discret aussi. Il ne faut pas exposer toute son aisance aussi aux yeux des autres. Autrement dit, vous voulez dire que si les gens... Non, je ne dis pas qu'il faut vivre caché. Je veux dire que si les gens ont quelques temps de libre au boulot, ils peuvent faire tout débarquer de temps en temps, montrer que chez nous, il y a la vie en réalité. Il y a des gens qui y vivent. Voilà, il ne faut pas laisser complètement les maisons vides comme ça. C'est important aussi. Et les nuits aussi, il y a quelque chose que les gens ont toujours dit. Ayez des lampes dehors, autour des maisons. Allumez-les, laissez-les allumer. C'est quelque chose qui est très important. Ces personnes-là n'aiment pas là où il y a la lumière. Ils aiment l'obscurité, marcher, raser les murs, rentrer dans... Voilà, donc allumer, permettre donc, comment on appelle, et aux policiers aussi, aux fonctionnaires de police qui font... tout ce qui est de leur pouvoir pour pouvoir donc maintenir l'ordre et la sécurité, permettre à ce que leur travail aussi puisse porter des fruits. Si nous ne les accompagnons pas en ayant ces bons comportements, ça serait pas, ça sera compliqué pour ces personnes, pour ces agents de police là également. Donc il faut saluer ce commissariat qui a réussi à démanteler ce grand réseau. Peut-être que certains travaillent en symbiose avec d'autres commissariats d'arrondissement. Ils le font comme ça. Et aussi, si les maisons sont vides, il faut penser aux gardiens. Si c'est des gardiens honoraires, il faudra
y penser. Oui, des gardiens, je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire, mais il faut des gardiens. Si vous n'avez pas les moyens des gardiens, on sait que chez nous, il y a cette solidarité-là qui a toujours existé. On n'est pas de grands individualistes. Chez nous, il y a toujours un jeune qui, quelque part, a la capacité de venir rester chez nous parce que tout simplement, à Abomey-Calavi, il y a l'université. Et l'université, c'est là où lui, il va étudier. Donc, on le met à la maison pour que les gens, ces personnes-là mal intentionnées, sentent qu'il y a de la vie dans la maison à tout moment. Sentent qu'il y a des gens qui vont et viennent tout le temps dans la maison. Ça les dissuade aussi. Donc, les bons comportements, c'est important aussi. C'est vrai qu'on ne va pas demander aux gens de ne pas vivre normalement, d'avoir tout le temps à penser à ça. Les autorités aussi sont là pour ça. En tout cas, en ce qui concerne la sécurité, on parle de sécurité publique, c'est à la charge des autorités. Donc, il faut faire ce travail-là également. Et puis, la police républicaine, il faut reconnaître le travail qu'ils font en ce moment. Les patrouilles. Moi, la dernière fois, j'étais là, j'allais à Cotonou, sur le tronçon, en tout cas, Calavi-Cotonou, et il y avait des personnes qui étaient à moto. Je ne vais pas dire que c'est suspect, mais quand une moto, 2 motos, 3 motos, des gens sont assis avec comment on appelle, des appareils électroménagers, télé, des choses comme ça. 2, 3, bon, tu te demandes où est-ce que vous allez. Mais immédiatement, j'ai vu les policiers qui patrouillent régulièrement là, garés devant eux pour leur poser des questions. Et je passais, la question, je l'ai bien entendu, il a dit, mais où est-ce que vous avez trouvé cette télévision? Où est-ce que vous partez avec ces choses-là? Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est important aussi de continuer à faire cette veille-là, à rester vigilant, surtout par rapport à nos forces de sécurité. Très bien. On va aborder un autre sujet à la une de fraternité. Bon, peut-être on ira dans le vif du sujet, sinon vous allez penser que je suis en train de... Non, pas du tout. On peut commencer par fraternité, si vous voulez. Le sujet, alors, au sujet brûlant, cette réponse de... Il faut rendre Rongweji à la une de Libération, par exemple, mais beaucoup de journaux ont parlé de ce sujet-là. Le président Ibrahim Traoré, maintenant qu'on est en train de chercher les voies et moyens pour apaiser la tension entre le Bénin et le Niger, lui, il monte au créneau et c'est pour trouver que il n'a rien contre le peuple béninois, mais c'est contre la politique de nos dirigeants que lui, il est contre et qu'il y a des bases, et il confirme qu'il y a des bases, il y a des audios qui existent, mais pourtant, je pense que le gouvernement leur a demandé de venir faire leur enquête sur le territoire. Mais pourquoi encore cette polémique? D'abord, la première chose que je vais dire, c'est qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment, en tout cas. De tels propos. J'ai écouté, il a accusé dans un premier temps la Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, ça circule fortement. Il a accusé d'abord les autorités ivoiriennes d'avoir, je ne sais pas moi, une institution ou un service qui est dirigé uniquement contre le Burkina Faso, qui est en train de mettre en œuvre la déstabilisation du Burkina Faso. J'ai trouvé cela un peu bizarre. Je n'ai pas compris grand-chose dans ce qu'il disait. Et moi, mon analyse est que, vous savez, ces régimes-là qui viennent, qui sont en mal de reconnaissance, ces régimes qui sont là depuis un moment, on sait la voie par laquelle ils sont venus au pouvoir et comment on appelle, les arguments qu'ils ont avancés pour dire qu'ils venaient prendre le pouvoir pour assouvir un peu... Pour mettre de l'ordre dans la maison. Voilà, pour mettre de l'ordre dans la maison, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est pour mettre le feu, apparemment. Ça fait un moment qu'ils sont là. Qu'est-ce qui a changé pour le peuple burkinabé? C'est cela la vraie question. Moi, j'ai l'impression, comme ils n'ont pas de réponse à donner aux Burkinabés, on cherche de faux semblants, de faux fuyants, comment on appelle, des moyens de se donner bonne conscience, tout simplement, parce qu'on ne sait pas quoi dire au peuple. Donc, il y a des gens qui nous mettent les bâtons dans les roues. Voilà, c'est ce qu'on trouve pour se donner bonne conscience. Et on sert ça donc à la population. Moi, je dis que non, il y a d'autres chantiers sur lesquels le président Ibrahim Traoré devrait travailler. Il ne faut pas chercher à mettre les peuples les uns contre les autres. Je vais vous dire, il dit qu'il n'a rien à voir contre le peuple béninois. Il a répété à plus de 2 reprises avant d'accuser les autorités béninoises de mettre en place des bases arrières pour former des terroristes. Écoutez vous-même, pour former des terroristes. Un pays comme le Bénin, qui lui-même est en proie à quelquefois ces incursions djihadistes dans notre pays. Lutte contre le djihadisme et qui d'ailleurs a déployé ses militaires dans le nord du pays à travers l'opération Mirador, et dont les fils tombent chaque année pratiquement, on va dire. Et c'est ce pays-là qu'on accuse de vouloir former des terroristes. Dans quel intérêt?
Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et c'est pourquoi je dis, ça n'a pas vraiment de sens. Et les peuples n'ont pas besoin de ça. Moi, je dis, il est contre le peuple béninois en le disant ainsi. Parce que lorsque vous accusez notre président de la République, c'est une institution que vous accusez. La présidente de la République est une institution béninoise et une institution qui représente le Bénin. Quand notre chef de l'État, le président Patrice Talon, est quelque part dans un pays autre que le Bénin, ou bien même dès qu'il est sur la place publique, il représente le Bénin. Il représente tout le peuple béninois. Parce que c'est nous qui l'avons mandaté. Mais quand vous l'accusez, vous nous accusez également. Voilà, donc il faut faire très attention. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'on n'a rien contre le peuple béninois et on accuse la politique de notre pays. Quand il l'accuse comme ça, avec des propos aussi, moi je trouve ça plutôt bas. Mais c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est quoi cette imagination? Voilà. Et puis, je vais vous dire une chose. Un État souverain comme le Bénin a le droit de chercher à maintenir la sécurité chez lui par tous les moyens. Quitte à aller s'allier avec des pays occidentaux qui d'ailleurs ont les meilleurs moyens aujourd'hui de lutte pour maintenir la sécurité, pour faire la guerre contre ces gens de ils ont les meilleurs moyens aujourd'hui. C'est vrai que nous-mêmes on crie tous les jours qu'il faut adapter tous ces moyens-là que les Occidentaux nous offrent à nos réalités. C'est vrai que nous avons nos réalités sociologiques, culturelles, qu'il faut, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement prendre comme ça chez les Blancs et venir l'appliquer chez nous, il faut les adapter à notre... Ça, c'est un autre débat, si vous voulez, on va le faire après. Mais le Bénin est libre d'accepter une base de qui il veut dans son pays, c'est notre souveraineté. Et c'est à nous, Béninois, de réagir par rapport à ça. Ce n'est pas à M. Traoré de venir nous dire ce que nous avons à faire. Voilà, donc c'est une réalité que le Bénin veuille maintenir la sécurité chez lui par tous les moyens. Pourquoi voulez-vous l'accuser de quoi que ce soit? On en a besoin chez nous. N'eût été ce travail-là que font nos autorités. C'est un travail qui est extraordinaire. Moi, je le salue presque tout le temps. Ce travail-là des autorités béninoises, de l'administration Talon, au nord de notre pays, pour permettre à ce que nous qui sommes à Cotonou continuions à vivre dans la quiétude. Nous qui sommes dans les grandes villes du Bénin continuons à vivre dans la quiétude. Oui, mais c'est un travail énorme. Vous avez dit tout à l'heure, c'est nos braves soldats qui tombent. On va faire une démonstration très simple. Ouma, le président burkinabé dit que nous avons 2 bases militaires au Bénin, une base vers Kandi et l'autre vers Poga. Il hésitait qu'ils ont des voilà, il hésitait. Donc finalement, les preuves, où sont les preuves? Admettons que nous avons des bases militaires chez nous. Pourquoi allons-nous former des terroristes contre lesquels on va encore lutter? Voilà, est-ce que vous ne voyez pas un peu l'absurdité? De l'ordre de l'aberration. C'est pas très juste les arguments. Autant que nous sommes le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, nous luttons contre les terroristes. Mais pourquoi voulons-nous former encore d'autres? Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas très juste. C'est pas très clair. Et je l'ai dit, je vais le répéter. Je le dis, oui, c'est des aberrations. Je vais le dire, mais à haute et intelligible voix. C'est des régimes qui sont en mal de reconnaissance. Je le dis clairement. Et pour se donner bonne conscience, on accuse ses homologues de vouloir les déstabiliser. Vous avez pris le pouvoir. Vous avez pris le pouvoir pour changer la vie de vos compatriotes. Ça fait un moment que vous l'avez pris. Qu'est-ce qui a changé? Voilà de vraies questions sur lesquelles nous devons débattre. Voilà. Que M. Traoré nous dise, voilà, contrairement au Bénin, j'ai fait ci, contrairement à la Côte d'Ivoire, j'ai fait ci, chez nous, il y a désormais ci, mais ces pays-là avancent pendant ce temps. Oui, ces pays-là avancent pendant que vous êtes là. On ne va pas comparer comment on appelle l'état du Burkina à celui de la Côte d'Ivoire. Voilà le vrai combat qu'il faut faire. Essayer d'atteindre le niveau des autres plutôt que de chercher à dire non, on me cherche noise, on veut me déstabiliser, on veut me faire quitter le pouvoir. Travailler. Et puis, j'ai l'impression qu'on veut se donner cette figure-là de sankariste. Enfin, je sens ça un peu. On se dit non, je suis un peu l'héritier de Sankara, comme j'ai le franc-parler, j'ai tout ce qui va avec. Je pense à mon peuple, le peuple avant tout, la patrie ou la mort nous vainc. Non, mais écoutez, travailler pour changer la vie des Burkinabés d'abord. Travailler pour changer la vie des Béninois, des Ivoiriens. Travailler pour améliorer les relations qu'il y a entre nos pays plutôt que de chercher à accuser vos homologues de telle ou telle chose. Parce que les preuves de ce qu'il dit, moi je les attends. Je veux vraiment les voir.
Je veux vraiment les voir. C'est quoi ces preuves-là? Est-ce que c'est sur des audios que l'on a des preuves? Enfin, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on va interdire au Bénin? Je pense que le gouvernement a quand même exprimé sa bonne foi. Oui. Il a demandé, ils n'ont qu'à envoyer des gens. Voilà. Il a dit que les avions volent, vont... mais aujourd'hui... Le Bénin n'est pas un pays souverain. Attendez, aujourd'hui, qui ne sont plus avec la France, ils ne savent plus que... Il y a des instructeurs français qui viennent dans les pays, nos armées, qui forment les armées. On a vu des instructeurs français travailler avec les paracommandos qui sautent des avions, qui font les exercices de saut chaque année. Donc ça là n'existe plus dans les pays qui sont en relation avec la France. Moi je pense que le président Ibrahim Traoré devrait pouvoir se donner le droit de dormir tranquille les soirs et de ne pas tout le temps imaginer que ses homologues sont contre lui et tout. Non, il faut qu'il travaille plutôt à améliorer les conditions de vie de ses compatriotes, à faire du Burkina un pays où règne la paix, la sécurité, parce qu'au nord, toujours, au nord du Burkina, il y a toujours les djihadistes. Donc il faut travailler à maintenir l'ordre dans le nord du Burkina et aussi à changer donc le quotidien des populations, plutôt que de vouloir jeter de l'huile au feu, de vouloir créer des situations qui vont empêcher les pays de s'entendre. Déjà, il y a pas mal de problèmes qui sont là, qu'on n'a pas fini de gérer. La tension entre le Bénin et le Niger, entre l'AES et la CEDEAO, il y a pas mal de choses. Et on pense à comment régler toutes ces choses-là. Vous allumez un tout nouveau feu parce que tout simplement, vous voulez détourner peut-être les regards du fait que vous n'arrivez pas à véritablement faire tout ce que vous avez promis au peuple finalement. Oui. Je vais vous poser une question, mais est-ce que c'était important que le porte-parole du gouvernement réponde? Non, c'était important. C'était important. Peut-être que si... Je ne suis pas un donneur de leçons, je ne dis pas que je suis spécialiste en matière de communication. Voilà. Nous sommes en plein je suis même très heureux que ce ne soit pas le président Talon qui soit monté au créneau pour répondre à de telles accusations. C'est tellement bas. Je pense que nous avons recommandé au président de monter au créneau pour ces questions. Je suis très content que ce soit le porte-parole Léon Doubédi qui monte au créneau, qui exprime. Enfin, il a tellement bien dit, c'est des faux fuyants en fait. C'est des faux fuyants qu'ils servent à leur peuple, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas en réalité à faire ce pourquoi eux-mêmes se sont donné le droit de chasser l'autre président qui était au pouvoir. Donc voilà un peu la situation. Mais parfois le silence c'est une force. Mais non, il fallait ça c'est vrai que c'est tellement bas, mais à la fois c'est grave aussi de tenir de tels propos à l'endroit d'un pays. Si je vous pose la question, c'est parce que le porte-parole du gouvernement a déjà répondu à plusieurs reprises à ces genres d'allégations. Oui, mais écoutez, regardez le degré de regardez comment on appelle, l'autorité qui parle. Et puis allez regarder sur les réseaux sociaux la force avec laquelle il le dit. Il le répète, la vigueur. Et il le répète, il dit, je vous assure, je vais vous dire quelque chose. Il le dit avant de commencer à parler. Quand je le dis, vous dites que non, il y a certains Burkinabés qui disent que non, je ne dis pas la vérité et tout. Je dis et je le répète au Bénin. Voilà, vous voyez. C'est le président de la République qui parle ainsi. C'est normal que nous puissions réagir, que notre État puisse réagir. Et je pense que Léon Doubédi a trouvé les bons mots pour fustiger, pour aller contre ce que le président burkinabé Est-ce que ce président ne ferait mieux de penser plus à la paix, à la cohésion entre nos États que de chaque fois de jeter de l'huile sur le feu? Oui, faire feu de tout bois. Mais, enfin, il faut penser au peuple. Parce que vous voyez, lorsque ça démarre comme ça, on sait quand ça démarre, mais on ne sait pas à quel moment ça va finir. Vous voyez un peu? C'est un peu le cas du Niger aujourd'hui. La libre circulation qu'on a mis du temps à, comme on appelle, à instaurer qu'on pourrait se taire, parce qu'il peut aussi vouloir répliquer encore. On ne peut pas se taire. L'accusation est à la fois grave et basse. Je le dis, quoi, vraiment. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas répondre. Et moi, je suis content qu'on ait répondu, mais de manière immédiate. Voilà, qu'ils avancent les preuves. Et puis, vous savez, quel que soit ce qu'on dit, il y a des juridictions sous-régionales qu'il peut lui-même, comme on appelle, interpeller pour agir.
Voilà, dans ces genres de cas, on peut interpeller ces juridictions-là et dire, voilà, je constate telle chose, je constate des mouvements, des bruits de bottes, je constate qu'on veut déstabiliser donc mon régime, je constate qu'on me veut du mal, je constate qu'il y a quelque chose qui est fait contre le peuple burkinabé. Lorsqu'on sait déjà ce à quoi on doit s'attendre, est-ce qu'on ne se prépare pas? Ce n'est pas déjà une avance que de savoir ce que votre ennemi prépare, celui que vous appelez ennemi, prépare contre vous. Ça veut dire que vous avez de l'avance sur lui. J'ai l'impression que vous commencez à croire en ce qu'il dit. Non, c'est pas ça. Vous ne me comprenez pas. Je parle du président burkinabé. Je dis, s'il parle par exemple de la Côte d'Ivoire, qui dit que la Côte d'Ivoire a préparé quelque chose pour déstabiliser son pays et tout, s'il a l'information, c'est que lui se prépare contre ça. Ça veut dire qu'il a déjà de l'avance, quoi. Bon, si c'est ça pour lui, c'est bon. Oui, il n'a plus besoin de s'inquiéter en parlant de ça. Voilà, et puis moi, je ne sais pas, je ne sais pas comment l'expliquer, quoi. C'est-à-dire qu'il devrait dormir tranquille et penser à travailler pour le peuple burkinabé. C'est mon avis. Très bien. Il devait laisser les peuples continuer à vivre en paix, laisser les peuples à être dans la quiétude, ne pas créer la psychose dans les têtes. Parce qu'avec de tels propos, c'est la psychose qu'on crée. Mais je pense qu'on a suffisamment de problèmes en Afrique pour... voilà, il ne faut pas allumer d'autres feux, vraiment. Tergiverser sur ces genres de questions encore de polémique. Et c'est des États souverains. Les peuples ont faim, à quel moment, on doit développer nos pays, les hôpitaux doivent être équipés, les routes... Voilà. À quel moment, par exemple, le Bénin a accusé le Burkina, par exemple, de recevoir, par exemple, des Chinois ou des Russes chez lui? Est-ce qu'il n'y en a pas là-bas? C'est sûr qu'il y en a aussi, parce qu'ils ont besoin forcément de partenaires avec qui ils travaillent. Donc, dans tous les secteurs. Donc, s'ils ne reçoivent plus de Français, ils reçoivent au moins ceux-là. Mais à aucun moment, le Bénin n'a dit, mais vous accueillez des gens que nous, on ne connaît pas, des gens qui nous font peur. Non, c'est pas ça. Chaque pays est libre de s'allier avec qui il veut. OK? Quitte au peuple maintenant de ces pays-là de réagir pour dire, voilà, telle ou telle chose. Ce n'est pas à un dirigeant qui est externe au pays de réagir, de venir dire, voilà, ils font quelque chose, c'est pas bon, ils sont contre nous, nous on ne veut plus des Français, mais eux ils les acceptent, donc ils veulent notre... Non, ça c'est des... Enfin, il faut dépasser ces voilà, genres de c'est pas très intéressant comme ça. Oui. D'accord, on va maintenant à la une de Fraternité. Fraternité qui a certainement effectué une enquête et qui parle du panier de la ménagère. Le journal nous parle... écrit ce matin, suivi vos prix des vivriers. Je me suis amusé à lire un peu le contenu de l'écrit qui est à côté, à la une là, et puis je comprends quand même que le journal s'inquiète par rapport à la montée des prix de ces produits vivriers avec le pouvoir d'achat et tout. C'est une inquiétude qui est justifiée, hein. Je crois qu'on est tous dans le même cas. Tous les prix des denrées de première nécessité ont flambé carrément au Bénin. Il faut le dire. Mais quand on dit, les gens disent que ce n'est pas au Bénin seul, que la crise économique est générale. Oui, mais même si c'est général, il faut trouver des moyens pour des populations comme les nôtres qui sont plus ou moins pauvres, on va dire. Nous sommes un État qui n'a pas de grands moyens. Donc, ce qui veut dire que nos populations n'ont pas de grands moyens. Il faut trouver des moyens. Il faut trouver. Voilà, c'est. On s'étonne. Vous demandez à manger, vous demandez du poisson, vous savez, petite quantité de doebi comme ça, à 500. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Là, vous dites. La dame vous dit lul. Vous parlez même de poisson. Il y a des gens, on donne comment on appelle, la somme habituelle pour la popote pour aller faire comment on appelle, les emplettes au marché. Et on revient seulement juste avec la tomate et le piment. Parce que la tomate, le prix de la tomate a flambé. Tomate 2000 francs. C'est-à-dire, oui, mais vous allez crier au scandale. Vous coulez les lames, il y aura inondation. Voilà. Vous allez crier au scandale. Voilà. Orange, moi je me souviens peut-être, il y a juste peut-être 1 mois et demi en arrière, j'achetais de l'orange 5 à 100 francs. Au bord des voies, bon. Mais les saisons, oui, je suis complètement d'accord. Oui, bon, ça c'est peut-être lié à la saison. Ça, c'est le fruit. Mais il faut qu'on arrive à, comment on appelle, à prévoir ces choses-là qui sont plutôt habituelles, on va dire. C'est comme faire des politiques. Voilà, c'est comme vous et moi. Qui sommes peut-être... des cultures de compte saison. Non, attendez, je vais m'expliquer. Vous et moi, on prend nos précautions pour que notre courant soit payé à bonne date, l'eau soit payée
à bonne date. Voilà. Il faudrait que nos autorités aussi sachent qu'à un certain moment de, comment on appelle, de l'année, chez nous, étant donné qu'on n'a pas de moyens de conservation de ces choses-là, quand le mois va venir, ces choses-là vont pourrir. Hein, les fruits, les tomates et tout ça, ça pourrit. Parce que personne ne peut les conserver. Il y a un problème. Donc, il faut commencer à penser à ces moments de soudure, comme on dit, à ces moments un peu durs en ce moment. Ouais. Et lorsque ça sera la période où c'est comment on appelle là, on a ces fruits-là, qu'on puisse les conserver. Il faut créer peut-être des entreprises, des industries. Je crois que c'est quelque chose à laquelle nous devons penser régulièrement. En tout cas, nos autorités devront réfléchir sur ce point-là. Créer des industries de transformation de produits locaux, de nos fruits et légumes. Et aussi penser à comment est-ce qu'on peut conserver. Dans l'ancien temps, nos parents avaient résolu le problème avec les greniers. Les petits champs à l'arrière-cour, tout ça, pour faire la tomate, le piment de manière régulière. Okay? Et donc, ces greniers permettaient donc de conserver le céréal, comme le maïs, le sorgho, le mil. Mais aujourd'hui, notre mode de vie a complètement changé. Ne serait-ce que nous qui sommes citadins. On n'a pas ces greniers-là. On ne connaît même plus les méthodes pour conserver ces choses-là. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne cherche pas de manière, on va dire, de manière un peu plus centrale, je veux dire. C'est-à-dire que l'État lui-même, ne cherche pas les moyens de nous aider à conserver ces choses-là. Entre-temps, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, il y avait l'ONASA. L'ONASA, entre-temps. Voilà. L'autre régime n'a pas fait que du mauvais. Il y a eu des choses. Voilà. Aussi, on peut copier. Par exemple, comment on appelle l'idée, tout ce qui sous-tendait l'ONASA dans le temps, c'était quelque chose de très bien. C'était un moyen, c'était en fait l'équivalent des greniers que nos parents avaient. On conservait les céréales là. On travaille davantage. Quand on quitte le sud vers le nord, vous voyez des terres à perte de vue, non cultivées. On a des terres, mais il faut qu'on amène les populations à cultiver davantage, à ce niveau également, à produire davantage. Écoutez, à ce niveau également, c'est aussi une question de volonté politique. Moi, j'ai cette petite double culture-là qui me permet de comprendre ne serait-ce que cet aspect-là. Moi, je me souviens, quand j'étais tout petit en Côte d'Ivoire, vous savez, le président Houphouët-Boigny a voulu faire de la Côte d'Ivoire un État agricole. Mais, c'est-à-dire que vous allumez la télé le matin, c'est des citations du président qui passaient d'abord pour vous dire que, c'est-à-dire que la prospérité de ce pays repose sur l'agriculture. C'est décliné dans toutes les formes. On le dit, on le répète. De sorte qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, mais écoutez, un paysan en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a fini de vendre son ananas, sa banane, son café, son cacao, tout ça, mais il est comme je ne sais pas comment vous le dites, il est comme un fonctionnaire chez nous, peut-être même un fonctionnaire. Il est plus qu'un fonctionnaire. Il mange ce qu'il veut, il paie ce qu'il veut, il roule carrosse. Voilà, c'est des hommes d'affaires en réalité. Un opérateur économique. Donc, tout part toujours de la volonté politique. Et moi, je trouve que le président Talon aussi peut le faire. C'est un homme de conviction, de volonté, de détermination, et on le sent dans sa manière de faire. Et s'il se jette également dans l'agriculture, je suis sûr que ça va prendre au Bénin. Parce que je connais sa rigueur, je connais sa détermination, je connais son envie de réussir tout ce qu'il entreprend. Et nous le voyons tous les jours, cette détermination-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas investir également le secteur agricole de sorte qu'on puisse trouver des moyens de produire un peu plus, on finit de produire un peu plus, les moyens de les conserver, les industries à mettre en place pour pouvoir conserver toutes ces choses-là. C'est facile. Enfin, quand je dis c'est facile, c'est-à-dire c'est de la volonté politique, à mon avis. De la même manière, on a la volonté, par exemple, de changer, comment on appelle, le paysage chez nous. Si on se jette corps et âme de cette même manière-là dans l'agriculture, on peut y arriver. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'au Bénin, à certaines saisons, les produits puissent être en train de pourrir. Et ça n'inquiète personne, surtout les autorités, mais eux-mêmes, ils passent et ils voient ça régulièrement au bord de la voie. Mais ils n'ont pas de solution. Mais comment ils n'ont pas de solution? Non, ne me dites pas qu'ils n'ont pas de solution. C'est vrai que nous sommes un État pauvre, un État avec très peu de moyens. J'aime pas le mot pauvre, mais je le dis pour peut-être les rassurer un tout petit peu. Mais écoutez, nous sommes un État qui n'a pas de grands moyens, mais quand on a la volonté, on peut. Oui, on peut. Si certains États arrivent à le faire, il faudrait que nous aussi, nous puissions arriver à le faire.
Et puis pour tout ce qui est produit également comment on appelle, d'importation et que nous consommons de manière régulière, bon, il faut peut-être revoir aussi comment est-ce qu'on peut les subventionner, comment est-ce qu'on peut mettre des moyens également pour faciliter. Parce qu'aujourd'hui, la vie est plus ou moins chère, il faut le dire. Il faut développer une politique agricole bonne politique, pouvant quand même nous permettre de faire face aux difficultés économiques. C'est tout ça qui fait que... aux produits vivriers qui prennent du prix et tout ça. Et tout ça aussi, la conséquence, c'est que tout le temps, chacun est en train de crier, il n'y a pas de social, il n'y a pas de social. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'efforts aussi qui sont faits pour que chacun d'entre nous puisse se sentir plus ou moins à l'aise, plus ou moins, enfin, pour que notre bien-être puisse être assuré. On fait beaucoup de choses. Nos autorités font beaucoup de choses. Notre cadre de vie change. Comme on appelle sur le plan sanitaire, on fait beaucoup de choses. On investit. Le nouvel hôpital qui sera créé à Boumé-Calavi, c'est des efforts, c'est beaucoup de choses qui sont faites. On le reconnaît. Mais sur ce plan-là également, il reste beaucoup. Il reste beaucoup parce que les poches sont vides. Les poches sont vides. Nos salaires n'ont véritablement pas changé, mais pendant ce temps, ce que nous mangeons prend chaque jour du prix. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dire « Ah, il y a un souci, aidez-nous, comment est-ce qu'on fait ?» Oui, il y a vraiment la précarité, il faut y penser. Si vous me permettez, nous irons à la une de Matin Libre. Matin Libre qui soulève quand même un problème important qu'on a déjà relevé sur ce plateau. Ce fut le cas, par exemple, de Vodou Days, où les Béninois ont voulu connaître exactement le coût de l'organisation de ce festival. Aujourd'hui, Matin Libre jette encore un pavé dans la mare et parle d'acquisition de nouvelles ambulances, motus et bouches cousues. Sur le coup, je pense quand même que en matière de transparence, on a souvent observé que lorsque les politiques font des investissements et qu'ils veulent faire les inaugurations, ils ont l'habitude de dire combien a coûté tel investissement. Peut-être que c'est passé inaperçu, mais Matin Libre revient là-dessus pour savoir pourquoi on n'a pas les informations sur ce qu'a coûté ces ambulances. On connaît le nombre d'ambulances, on connaît le nombre qui a été livré maintenant, mais bon, est-ce que ce n'est pas... Ma question, est-ce que ce n'est pas important de savoir ce qu'a coûté l'investissement? Non, c'est important et vous avez lâché le mot, la transparence. On a besoin de transparence. Nous, on a besoin de savoir comment est-ce que comment on appelle les deniers publics sont utilisés, de savoir comment est-ce que l'argent public est utilisé. C'est l'argent du contribuable. Nous contribuons tous. Quand nous achetons quelque chose dans la pharmacie, c'est pas au supermarché, au marché, nous contribuons. Nous contribuons. Et même quand nous prenons nos salaires, nous contribuons. Quand nous faisons des prestations à gauche, à droite, nous contribuons. Donc, c'est notre argent à nous tous. Il est bon qu'on puisse nous faire un retour pour dire, ah voilà, il y a ci, il y a ça. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a une crainte aussi. Parce que, vous savez, quand le journaliste commence à faire des enquêtes, c'est parce qu'il a des soupçons. C'est parce qu'il se dit, non, je vais jeter un pavé dans la mare. Voilà, peut-être que nos autorités ont cette petite crainte-là. Mais moi, je dis, il n'y a pas de crainte à avoir. Le peuple béninois est suffisamment mûr pour faire la part des choses, pour savoir que, des ambulances de très bonne qualité, ça peut coûter assez cher. Des ambulances qui sont à la pointe de la technologie, ça peut coûter assez cher. Des ambulances qui remplissent toutes les conditions, ça peut coûter assez cher. Est-ce qu'il y a des raisons à ne pas dévoiler le coût de l'investissement? Voilà, c'est ce que je dis. Faut pas hésiter. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on ne veut pas dévoiler? Est-ce une omission? Là, tout de suite, je ne peux pas dire qu'il y a telle ou telle raison. Moi, ce que j'avance, on fera juste des supputations et ce n'est pas très intéressant en tant que journaliste. Il faut vraiment avoir des faits à commenter. Il faut avoir des actes qu'on peut commenter plutôt que déjà, le fait qu'on achète des ambulances. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est une bonne chose. Mais la transparence également, c'est également une très bonne chose. Qu'on puisse dire à toute personne qui a envie de connaître le prix de telle ou telle acquisition que l'État fait, qu'on puisse lui dire donc le coût donc de ces acquisitions-là. C'est très important. C'est très très important pour non seulement la crédibilité des institutions qui le font, et aussi pour permettre aux uns et aux autres de savoir comment l'argent public est utilisé. Voilà. Mais le journal ne s'arrête pas là. Hein. Le journal interroge. Je ne sais pas si c'est vous. L'interrogation s'adresse à vous. Est-ce que le DG
de l'ANIP a-t-il vraiment démissionné? Bon, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je ne connais ni les tenants les aboutissants, mais c'est vrai que lorsqu'on sent qu'à la tête d'une institution, ce n'est pas très juste, il y a quelqu'un qui est absent, bon, on se pose pas mal de questions. Et pour éviter les supputations... Il n'est pas absent, il continue d'aller au boulot. Alors bon, donc ça veut dire qu'il y a une semaine, on a annoncé sa démission, on a même annoncé celui qui va le remplacer. Voilà, donc il faut pas... C'est là où nous, les journalistes, on doit se démarquer. Et je l'avais dit sur ce plateau, j'avais dit de porter des gants, puisque des gens ont été déjà nommés ministres dans ce pays. Au Conseil des ministres, on n'a pas vu leur nom. Voilà. On a vu leur nom défiler sur certaines chaînes de télévision qu'ils seront nommés, comme quoi la chaîne a la primeur de l'information. Voilà. Mais finalement, au Conseil des ministres, on n'a pas vu leur nom. Et c'est ce que nos autorités nous reprochent souvent, nous, en tant que journalistes. C'est ce que je dis. C'est de l'impératie, c'est un manque de connaissance de son métier que de vouloir aller, parce qu'on a besoin de scoop, aller dire des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vérifiées. Alors que la caractéristique première d'un journaliste, d'un média qui est professionnel, c'est la vérification d'abord des faits. C'est essentiel. Tout au moins, il faut porter des gants. Voilà. Même si vous avez des informations, non, même si vous avez il faut porter des gants. Oui, au-delà du fait qu'il faut porter des gants. Jusqu'à ce que ça ne soit véritablement confirmé par les autorités compétentes. Moi, je disais, attendez le Conseil des ministres, puisque le mercredi soir, le mercredi dans la matinée, il y a Conseil des ministres. Attendez le Conseil des ministres. C'est pourquoi on nous permet d'utiliser le conditionnel. Mais les gens sont allés droit et on dit, voilà, il a démissionné. Mais aujourd'hui, le DG ANIP est bien là, il occupe son fauteuil, puisque une chose est de déployer sa démission, mais l'autre chose est que votre chef accepte votre démission. Voilà, et quand il n'accepte pas, et vous avez de la considération pour lui, vous restez à votre poste pour continuer la mission que vous avez commencée. Et qu'est-ce qui prouve aussi qu'il a déposé sa démission? C'est pourquoi je dis, évitons, nous, en tant que journalistes, de commencer à colporter également ces genres d'informations dont on n'est pas sûr. Vous savez, le net, il y a toutes sortes d'informations là-bas. Voilà, donc il faut faire attention avec ces choses-là, les titres, les titres que nous mettons. Voilà, il faut faire très attention. C'est ce que les autorités nous reprochent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le journaliste n'est plus considéré à sa juste valeur. On nous considère finalement comme des va-nu-pieds, des gens qui sont prêts à dire tout et n'importe quoi pour de l'argent. Des gens qui sont prêts. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses dans toutes les corporations, dans toutes les professions. Mais chez nous, à un moment, c'était criard. C'était quelque chose de très grave. Et on voit où ça nous a conduit, au manque de considération. Donc c'est à nous maintenant, par notre comportement, par nos analyses, par le respect de la déontologie, de l'éthique de notre travail, montrer aux autorités que non, les choses ont changé. La génération actuelle n'est plus la génération ancienne où on fait le journalisme de la meilleure des façons désormais. On a été formés, on n'a pas été tous formés sur le tas. On a lu exactement les mêmes livres que tous ceux qui sont journalistes à travers le monde lisent. Donc, on connaît désormais notre métier, on sait comment l'exercer. Donc, il faut nous faire un peu plus confiance. Et les brebis galeuses, il faut faire très attention aussi, attirer toujours l'attention des uns et des autres sur le fait qu'il faut vérifier les informations. Nous ne sommes pas des influenceurs, nous ne sommes pas comment on appelle ça, il y a un autre type encore comment on appelle, de données d'informations, je ne sais pas comment on les appelle, là, ceux qui sont là sur les alertes, j'oublie leur nom. Les paparazzis, oui. Non, pas les paparazzis, il y a encore, ça dit que c'est eux qui lancent les alertes tout le temps, sur les médias. Voilà. Et donc, comme comment on appelle, Assange, comment on appelle, qui est très connu pour ces genres de choses-là. Donc, il faut faire très attention. Nous ne sommes pas donc des lanceurs d'alerte. Voilà, des lanceurs d'alerte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le journalisme, ce n'est pas ça. Le journalisme, c'est d'apporter des informations vraies, vérifiées aux populations. C'est de faire des commentaires sur des faits réels qui vont permettre à la population, qui vont permettre aux autorités également de pouvoir se faire une idée. Parce que nous, c'est notre travail. Pouvoir lire les choses, aller au-delà de ce qui a été dit, aller au-delà des actes qui ont été posés. Quelles sont les conséquences des actes? C'est ça, nous, notre travail. Permettre à chacun de pouvoir se faire une opinion des grands événements, des grands actes posés par nos autorités, des grandes actions. Voilà. Donc, c'est important pour nous de vérifier nos informations. C'est important pour nous de savoir que notre métier n'est pas un métier dans lequel on rentre comme ça parce qu'on a tout essayé partout et que ça n'a pas marché. Donc, il faut aller devenir journaliste. Non, ce n'est pas ça. Très bien.
Voilà. Merci. Pardon. Il y a un chat dans ma gorge. Merci à vous, Oumar Adéandjou. Merci pour votre analyse, pour vos commentaires.